ouais, ça lag trop. J'essaierai de soulager encore le processeur autrement. Mais on va essayer comme ça. De toute façon, ouais, merci déjà pour l'invitation et merci pour les présentations précédentes. J'ai suivi un peu d'une oreille ou d'une demi-oreille, notamment la dernière sur les communs. J'ai trouvé ça très cool. Donc je peux peut-être resituer en une phrase le Low-Tech Lab pour ceux qui ne verraient pas. On est une association qui a été créée en 2013, qui est basée aujourd'hui à Concarneau et qui a depuis initié pas mal de choses autour de la low-tech, notamment en France, mais pas que, avec pas mal de projets assez emblématiques d'exploration. Donc, d'aller à la rencontre d'initiatives ou d'acteurs ou d'inventeurs et de solutions pour les documenter, justement les rendre accessibles et les diffuser auprès du plus grand nombre sous forme de tutoriels et d'une plateforme wiki. Donc, je fais le lien. Et aujourd'hui, on a aussi mené des expérimentations, notamment une autour de l'habitat qui a fait pas mal parler. Un rapport donc a été publié aujourd'hui, un bouquin pour dire comment est-ce qu'on vit dans un habitat et donc un mode de vie plus low-tech quotidien. Quels sont les impacts sur la facture, sur l'environnement, sur les contraintes, etc. Et donc aujourd'hui, le gros de ce qui nous occupe, c'est la fin de l'expédition nomade des mers qui est un tour du monde à la voile à la rencontre de solutions low-tech, qui revient à Concarneau à l'été 2022, qui est aujourd'hui qui est en ce moment à Cuba. L'animation et l'accompagnement d'un certain nombre de communautés locales. On a aujourd'hui une vingtaine dans le réseau. On utilise aussi Discord pour faciliter les échanges et créer du lien entre ces différentes communautés, avec des structures assez diverses qui, localement, que ce soit à l'échelle d'une ville, une grande ville, ou d'un département, ou d'une région, voire pour certains à l'étranger de pays, fédèrent des dynamiques qui se retrouvent dans ce que nous, on a pu depuis un moment produire comme imaginaire, comme pratique autour des low-tech. Donc il y en a qui s'appellent Low-Tech Lab, comme Low-Tech Lab Grenoble, qui est la première instance historique à s'être lancée, ou le Low-Tech Lab Montréal, le Low-Tech Lab Marseille et autres. Et aujourd'hui, un Low-Tech Lab à Yaoundé au Cameroun, un Low-Tech Lab à Boulogne-Billancourt, qui est aussi important parce qu'on a un partenariat avec la ville à cette occasion. Et puis des assos qui s'appellent pas Low-Tech Lab, donc Low-Tech Bordeaux, Low-Tech Touraine, Low-Tech Strasbourg, Low-Tech Rennes et autres. Voilà, et donc le dernier sujet qui nous occupe, c'est donc les enquêtes du Low-Tech Lab, qui est le projet que moi je porte depuis un petit moment au sein de l'asso, et qui consiste à aller justement explorer la low-tech à l'échelle des organisations, en fait, comprendre comment se structure une activité collective autour d'une démarche low-tech telle que nous, on la reconnaît et on la qualifie, et comment, du coup, ces activités structurées à l'échelle collective peuvent faire levier à plus grande échelle, peuvent faire levier et participer à contribuer à diffuser à la fois ces solutions et cette démarche, cette philosophie plus largement, les faire passer à l'échelle. Donc pour ça, on a effectivement développé un projet. Alors, je vais d'abord préciser, monter un projet et mis en œuvre un projet. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié du projet, en tout cas de la partie terrain, qui consiste à aller rencontrer des acteurs qui cochent ces cases, selon nous, et à passer un certain temps auprès d'eux sur le terrain pour à la fois comprendre vraiment assez finement et ce qui se joue un petit peu dans l'implicite de ces collectifs, mais aussi documenter au travers de différents prismes et avec différents supports, le tout diffusé librement au fur et à mesure ou à la fin du projet. Voilà, leur modalité d'organisation, leur choix de modèles de production, de modèles juridiques, de modèles économiques, les filières qui participent à structurer, les nouveaux métiers qu'ils inventent, qu'elles inventent ces structures. Et quelque part aussi un point important, c'est le côté temporel ou dynamique de ces structures, donc le parcours historique et les différents
étapes par lesquelles ces structures ou ces collectifs peuvent être passés, et éventuellement leurs enjeux à venir ou les problématiques auxquelles ils ou elles font face aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vous propose, alors c'est pas très, enfin c'est une préparation préparée un petit peu rapidement, donc c'est surtout beaucoup de photos, un peu de contenu texte. J'espère que vous m'en voudrez pas entre guillemets. Et donc, il n'est pas tout à fait actualisé non plus, mais j'ai quand même mis pas mal d'autres contenus depuis que j'ai fait cette présentation à la sortie de la 3e enquête. Donc, et là, aujourd'hui, on en est à la 6e. Donc, juste pour rappel, et là, pareil, je fais le lien, c'était pas du tout prévu, mais donc, on se base aussi, nous, souvent sur Wikipédia pour pas mal de choses, dans les rapports qu'on fait des enquêtes comme dans notre quotidien. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'organisation? Voilà, c'est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction ayant un but collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger. Une entreprise, une administration publique, un syndicat, un parti politique, une association. On n'a pas fait de choix à ce niveau-là. On n'a pas décidé d'aller voir des entreprises ou des assos ou des collectifs. Et donc, pareil, je continue de lire, désolé, mais l'intérêt de l'organisation est de prendre en compte, pour essayer de la réduire, la tension naturelle qui existe spontanément entre, d'une part, les finalités choisies, de l'autre, les moyens disponibles ou réunis pour y parvenir. Et donc, et c'est là que ça nous intéresse, l'organisation parvient d'autant mieux à réguler cette tension qu'elle est capable de faire système, c'est-à-dire d'agir comme un ensemble d'éléments en interaction, regroupés au sein d'une structure pilotée, ayant un système de communication pour faciliter la circulation de l'information, dans le but de répondre à des besoins et d'atteindre des objectifs déterminés. Bon, c'est juste un peu d'éléments, mais en gros, ce que ça recouvre pour nous, la science des organisations et cette échelle d'études et d'analyse, c'est à la fois des stratégies collectives, la notion de faire ensemble, de coopération, de mutualisation, et la dimension aussi réseau, filière locale, qui participe de l'autonomie de certains territoires, au-delà, comme je l'ai dit au début, du potentiel de passage à l'échelle. Donc voilà, donc les enquêtes en résumé, ce que j'ai déjà dit, donc c'est à la rencontre d'acteurs et d'organisations de la low-tech, pour comprendre cette low-tech, cette démarche à cette échelle, et ce qu'on appelle, nous, explorer les prémices d'une société plus low-tech, parce qu'effectivement, on le voit bien déjà avec quelques enquêtes réalisées, et on le présentait un petit peu avant, mais si on arrive à couvrir suffisamment de secteurs et suffisamment d'échelles, en fait, on peut assez facilement, j'ai envie de dire, peindre un tableau social, sociétal, évidemment pas exhaustif, mais qui déjà donne à voir d'autres modalités de s'organiser en société, en collectif, à l'échelle de ville, à l'échelle de quartier, à l'échelle de territoires plus ruraux, de mix, etc. Donc vraiment pour nous l'idée c'est autant de donner des éléments clés pour des gens qui voudraient se lancer ou qui sont déjà membres d'une organisation et qui voudraient aller vers plus de low-tech ou contribuer à la diffusion de low-tech. Leur donner des exemples inspirants, mais c'est aussi finalement nous aller plus loin dans le projet presque, j'ai envie de dire, politique qui peut se cacher derrière la low-tech, derrière le concept au départ. Donc on a prévu de faire une dizaine d'enquêtes, comme je disais, différents sujets, différents secteurs. On a aussi la volonté que ce soit le plus divers possible, plutôt que le plus démarche scientifique possible. J'ai envie de dire, on aurait pu décider d'aller voir je dis n'importe quoi, 10 artisans boulangers dans une quête de sobriété et de relocalisation de leur production et de leur filière pour avoir quelque chose de plus peut-être rigoureux. Là, non, l'idée, c'est qu'on est rigoureux sur le terrain. Vraiment, on va rencontrer énormément d'acteurs et on va passer suffisamment de temps dans une posture la plus qualitative possible pour produire de la donnée qui soit robuste, mais de la donnée, du contenu, de l'analyse qui soit suffisamment appuyée. Mais par contre, on va essayer d'aller voir le plus de choses différentes possibles. Donc, des modèles juridiques différents, des étapes de maturité différentes, etc., etc. Pour voir vraiment comment est-ce que on observe une pluralité en fait de façon d'interpréter et de traduire les valeurs qui sont pour nous essentielles et qui sont au cœur de la démarche low-tech. C'est pareil, je ne vois pas la fond de revenir là-dessus, mais sur ces valeurs, mais voilà.
Et donc, ce qui nous intéresse, c'est deux choses distinctes, le pourquoi, les valeurs, les besoins initiaux, les objectifs qui sont fixés, les stratégies, les cadres de gouvernance, etc. Donc, toute la partie vraiment fond, en fait, de la démarche. Et ensuite, les moyens. C'était un peu ce que disait Wikipédia tout à l'heure. Donc, voilà, comment ça s'est traduit en termes de modalités diverses. Et donc, à chaque enquête, on produit une vidéo assez courte, une dizaine de minutes, pour servir de porte d'entrée auprès d'un public assez large. Un article aussi sur notre blog qui appuie et qui vient apporter un peu d'éléments, on va dire, plus pointus que la vidéo. On réalise aussi un podcast qui consiste en un entretien fleuve assez libre avec là où, quand le cas est vraiment nécessaire, les porteurs de l'initiative, qui lui dure plus longtemps, une petite heure. Et enfin, on rédige et on publie des études de cas, dont le format est assez évolutif, pour être honnête, mais qui sont donc plutôt les rapports détaillés d'enquête, avec vraiment une partie historique, vraiment une partie différents modèles sociaux, économiques, juridiques, financiers, etc. Et une partie plutôt prospective, enjeux futurs et analyse du Low-Tech Lab de cette organisation. Finalement, le livrable final, c'est une sorte de livre blanc. Pareil, c'est pas encore très défini, mais qui résume et qui synthétise finalement à la fois le point de départ, les modalités du projet et ses apprentissages collectifs, parce que l'objectif c'est que ce soit un peu co-construit. Voilà, alors je peux peut-être, parce qu'avec Alexandre on avait parlé, dire un mot sur la méthode qu'on a mis en place. On passe concrètement 2 semaines sur le terrain auprès des organisations, de chaque organisation. On a une équipe de 3 au minimum, avec Julien qui m'accompagne, qui lui est chargé de la partie audiovisuelle, donc tout ce qui va être captation de photos, d'audio pour vraiment de la donnée brute pour nous retravailler derrière, ou en particulier de l'enregistrement du podcast, et vidéo, donc de tournage qui se veulent justement pas des tournages, mais plutôt de la captation d'images sur le vif et un peu au fil du temps sur le terrain. C'est lui qui fait aussi le montage, à la fois du podcast et de la vidéo, même si évidemment le scénario, entre guillemets, ou en tout cas le déroulé, on l'écrit ensemble. Et ensuite, c'est une troisième personne qui est plutôt en appui, parce que c'est vraiment le strict minimum d'être 3, en appui sur à la fois un petit peu le quotidien du terrain et surtout donc les entretiens, les visites, les rencontres, etc., évidemment, et sur toute la partie logistique opérationnelle sur le terrain qui est quand même un gros morceau, mais aussi surtout sur la partie derrière rédaction et analyse, avec moi sur l'étude de cas notamment et l'article. Et donc, et moi je suis peut-être plus aussi en amont sur à la fois la vision assez globale du projet, le choix des organisations et la préparation des enquêtes, à la fois terrain et ce qu'on appelle un peu post-prod, quoi. Et donc, à nouveau, pour terminer sur la méthode, la logique, c'est qu'au cours de ces 2 semaines, on passe vraiment d'abord une première semaine, alors c'est un petit peu la théorie, à chaque fois on s'adapte, hein, mais on arrive quand même à suivre ça. On passe d'abord une semaine sur le terrain en mode immersion au sein de l'organisation. Donc, selon les organisations, ça peut être très différent. Et ensuite, la deuxième semaine, ça va plutôt être une série de rencontres avec des partenaires, des parties prenantes, des plus proches ou un peu plus lointaines de l'organisation. Ça peut être autant des bénéficiaires, des fournisseurs, que les collectivités locales, que des partenaires techniques, etc., etc. Des partenaires académiques parfois, des structures d'accompagnement et autres. Et donc on essaie d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une vision la plus complète et la plus globale possible de l'organisation, et du coup la plus juste aussi. C'est un peu ça l'objectif. Donc pour démarrer sur ce qu'on a été rencontré à ce jour, c'est pas forcément chronologique, mais la deuxième enquête qu'on a réalisée officiellement, c'est une enquête près de Rouen, auprès d'un acteur qui s'appelle Néoloco, qui est une marque en réalité, de produits boulangers et issus transformés à partir de graines torréfiées, qui a la spécificité d'utiliser comme principal outil de production le four à concentration solaire que vous voyez là, qui est un modèle développé par une sorte de bureau d'études au service des ONG au départ, qui s'appelle SolarFire,
qui est basé en Finlande et qui a une dizaine d'années d'existence, qui est aussi connu sous le nom de GoSol pour son programme vraiment ONG, et qui donc depuis une dizaine d'années autoconstruit, accompagne à l'autoconstruction, installe, forme des artisans solaires, ce qu'ils appellent, un peu partout dans les pays du Sud. Donc, je pense pas loin d'une centaine de fours solaires installés. Et là, en fait, Neoloco, ça a été fondé par Arnaud Créteau, qui est un des membres de l'équipe de SolarFire, mais qui est basé à Rouen. L'équipe est assez internationale, et qui, lui, s'est dit, en fait, ça fait 4 ans que je suis boulanger, en accompagnant des collectifs, notamment au Kenya, je me rends compte que vraiment l'outil est particulièrement rentable et particulièrement productif, entre guillemets, et que finalement, même à Rouen, avec un ensoleillement qui n'est certes pas celui du Kenya, et ben en fait, je pourrais, moi, me créer une petite activité à côté de mon taf, entre guillemets, pour moins dépendre aussi des financements souvent plus difficiles à trouver, pour s'autonomiser quelque part. Et donc voilà, donc il a monté ça il y a quelques années, ou très peu, 2018-2019, c'était vraiment le début des essais avec un four solaire à concentration, c'était un peu petit. Et ensuite, il s'est fait accompagner par une PME locale qui fait de la chaudronnerie pour fabriquer ce modèle que vous voyez là en 11 mètres carrés, donc ça commence à être un peu gros, adapté à la fois à son activité de boulanger, puisque ça faisait un moment qu'il était boulanger par ailleurs, et à la partie torréfaction. Donc à partir des graines torréfiées, il fait autant des graines apéro, que des épices, que une sorte de café, mais l'objectif pour lui, c'est vraiment de tout relocaliser en termes de filière d'appro. Donc, c'est que des graines locales, quoi, normandes, qui devraient l'être. Et voilà. Et donc, je sais plus ce que j'ai mis. Alors voilà, ils sont aujourd'hui à la fois Arnaud et l'étape de SolarFire au travers d'une structure qu'ils ont créée en 2021 officiellement, qui s'appelle SolarFire France, dans l'objectif de rendre réplicable ou diffusable ce modèle d'artisanat solaire en France. Et donc, ils travaillent main dans la main avec la fameuse PME, qui rassemble une équipe de chaudronniers et qui sont capables aujourd'hui de fabriquer des machines un peu sur commande, donc ce type de four, suivant les besoins, la taille nécessaire de miroir, le contexte, etc. etc. Et donc là, ce que vous voyez, c'est en fait une des formations que peut faire Arnaud sur son four à lui, qui est installé chez lui, à côté de son labo de boulangerie, pour permettre à des futurs artisans solaires de se former, de tester le four, etc., avant de passer, entre guillemets, à l'action. Il faut savoir que depuis le lancement de SolarFire France, en 2021, à début de l'année, ils ont déjà 2 artisans, deux personnes entreprenantes, je dirais, qui se sont équipés de petites machines et qui ont commencé à commercialiser des produits à base de graines torréfiées. C'est vraiment la partie du modèle d'Arnaud qui est la plus facilement reproductible. La partie boulangerie est un peu plus touchy quand même. Ah oui, et pour démystifier aussi tout de suite, peut-être, je crois qu'ici, là sur la photo, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans le fond, vous voyez un four à bois sur le modèle de l'atelier paysan, qui est le four qui lui sert les semaines où il fait pas beau, parce qu'il fait du pain une fois par semaine. Et par contre, la partie torréfaction est vraiment, dès qu'il y a du soleil et qu'il a du temps, il torréfie, puisque c'est des produits qui se conservent beaucoup plus pour ses futures productions et ventes. Mais voilà. Donc, il passe évidemment par un réseau de revendeurs en circuit court. Et son activité, pourquoi est-ce que je disais que c'était une marque, c'est que c'est rattaché à une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, une structure coopérative qui a vraiment pour objectif de créer de l'emploi localement, en l'occurrence en Basse-Normandie. En Normandie. Donc voilà. Deuxième structure, donc on a été mes premières historiquement qu'on a été voir, c'était une association basée à Nantes qui s'appelle APALA, acronyme de Haut Petit Acteur de l'Avenir, et dont on parlera un peu plus tout à l'heure avec Jonathan, qui est peut-être déjà là. Et donc j'introduis quand même, puis comme ça du coup on pourra creuser plus des modalités du modèle d'APALA, l'assaut. Donc ça fait pareil, un paquet d'années que Appala existe sur le territoire de Nantes et Pays de la Loire, et qui font en gros qui développent des solutions que nous on qualifie de low-tech. Eux visent une certaine soutenabilité, ils se revendiquent aussi de cette démarche-là, quasiment depuis le début. Des solutions, des pratiques dans divers secteurs, autant le chauffage, là on peut voir un poêle de masse réalisé dans le cadre d'un accompagnement à l'autoconstruction, donc un poêle de masse roquette,
particulièrement efficace et économe. Mais aussi sur d'autres sujets comme l'alimentation, sur lequel ils font beaucoup de travail de recherche et de vulgarisation et un peu de démonstration de produits qui peuvent être vraiment moins impactants, autant pour l'environnement que pour la santé, que pour le vivant, etc. Mais aussi, plus récemment, depuis quelques années, la mobilité, avec tout un volet récupération de vélos, réparation et mise à disposition en location en local. Un volet autour du confort thermique, je dirais, et de l'inertie dans l'habitat, avec des formations et de la vente en kit de murs à inertie, donc pareil, en briques de terre compressées, qui eux font vraiment juste office de batterie thermique. Et aussi, depuis récemment, depuis un an ou deux, une initiative qui vraiment fait partie du réseau de petits acteurs que constitue Apala. C'est une organisation qui s'appelle Enerlog, qui eux, font de l'accompagnement à l'autoconstruction, donc des formations à l'autoconstruction de ce que vous voyez là sur la droite de l'image, qui sont des capteurs à air chaud, une sorte comme un panneau solaire thermique, aujourd'hui assez connu, classique pour chauffer l'eau chaude sanitaire ou pour chauffer des ballons d'eau chaude qui servent de batterie thermique. Sauf que là, au lieu que ce soit de l'eau qui circule derrière le panneau qui est chauffé, c'est directement de l'air qui circule derrière ces ardoises et qui est chauffé. Donc le petit panneau solaire que vous voyez en bas active une ventilation, donc un petit ventilo, qui fait circuler l'air de façon assez forcée et vraiment permet de grandement améliorer le confort thermique et augmenter de quelques degrés la température intérieure de l'habitat. Simplement avec donc, la chaleur du soleil qui tape sur le mur sud, quoi. Voilà, et donc la troisième enquête qu'on a été réalisée, c'était auprès d'un collectif de structures, je dirais, une sorte de mini-filière ou de mini-réseau autour de la gestion circulaire locale de ce qu'ils appellent les excréta, c'est-à-dire les produits de l'excrétion humaine, donc les matières fécales d'un côté et les urines de l'autre. Puisque, comme je le détaille un petit peu après, le modèle de toilette sèche autour duquel ils ont développé leur activité, leur filière, c'est un modèle de toilette sèche à séparation, qui permet de récupérer les deux séparés, ce qui est plus intéressant à la fois qui est intéressant pour plein de raisons, à la fois de valorisation derrière et de praticité au quotidien. Et donc aujourd'hui, cette mini-filière fabrique localement des toilettes sèches de façon semi-artisanale, propose la mise à disposition gratuite dans un premier temps dans le cadre d'une expérimentation un peu officielle de ces toilettes sèches en milieu urbain, parce qu'elles sont pensées vraiment pour ça, sur Bordeaux. Le service de collecte, en partie en vélo et remorque, en partie en camion, en partie à différentes échelles et suivant un peu les besoins. Deux, c'est donc contenant des matières fécales et urines, et donc à chaque fois la remise à disposition de contenants vides et propres. Et puis le stockage intermédiaire sur des petites plateformes logistiques, puis le pré-traitement, donc le pré-compostage pour les matières fécales, le repos tout simplement pour l'urine, et derrière la transmission à des valorisateurs, donc des composteurs à l'échelle plutôt industrielle aujourd'hui, même s'ils aimeraient travailler plutôt... Et donc, je crois d'ailleurs qu'ils ont développé depuis un site de compostage en Andin, donc plus naturel. Et un acteur local qui s'appelle Toupie Organics, qui fait de la fermentation sur base urine, et qui, au travers de ce processus-là, est capable de transformer l'urine en fertilisant pour l'agriculture. Ce que l'urine est déjà initialement, hein, mais là, en fertilisant ou en biostimulant, ce qu'ils appellent, plus adapté et plus efficace pour les sols et la culture locale. Donc là, on l'avait un petit peu détaillé dans cette présentation, donc je vais passer rapidement, mais tout ça pour dire que cette expérimentation locale, aujourd'hui, encore une fois, à l'échelle de l'expérimentation, main dans la main avec les collectivités qui financent une bonne partie de l'expérimentation, elle a vocation à permettre de tester cette autre façon de gérer localement les matières organiques et de les valoriser localement sur le territoire.
Et donc, ils testent à chaque fois, autant la faisabilité technique que l'acceptabilité sociale, que l'innocuité écologique et sanitaire de ce qui est produit en fin de cycle, en termes de compost ou de biostimulant. Le modèle économique, le rôle des collectivités. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil d'expérimentation autour de ce sujet-là, mais qui est né au départ d'une démarche citoyenne, vraiment d'une association qui s'appelait à l'époque Caca Power et qui rassemblait des gens qui voulaient se réapproprier, entre guillemets, leurs excréta et l'avenir, enfin le devenir de leurs excréta. Voilà, donc là, c'est différents enjeux. Je passe peut-être rapidement là-dessus. Donc le modèle de toilette sèche qui sont développés, comme je disais, à séparation, on voit bien là, donc, la partie avant dans laquelle tombe l'urine et la partie arrière dans laquelle tombent les matières fécales. Je crois que j'avais mis un sujet, je ne sais pas si vous voyez le zoom. Ah, un schéma, pardon. Mais voilà, bon, ça c'est un petit schéma pour expliquer comment ça marche. Je passe rapidement aussi. Je retrouve là. Donc là, c'est juste quelques illustrations de comment sont collectées à la fois les matières fécales et parfois installées aussi les excréta, pardon, et parfois installés chez les particuliers les toilettes sèches. Donc, soit ils proposent de démonter l'ancien toilette mouillée, soit, quand c'est possible, de l'installer en complément. Évidemment, il y a tout un tas de questionnaires, de points réguliers avec les participants à l'expérimentation pour recueillir tout un tas de retours. Donc là, c'est plutôt la partie voilà, mise à disposition de nouveaux contenants et collecte de contenants pleins. Ils mutualisent, il faut le savoir, à la fois les objets de logistique de transport et les petites stations de stockage et de lavage avec d'autres acteurs, disons, de la low-tech, notamment là, ce que vous voyez, c'est un bokashi. Donc c'est exactement le même type de structure, mais il y a aussi qui met à disposition des particuliers des composts bokashi, donc des composts efficaces, particulièrement adaptés, puisque fermés, particulièrement adaptés aussi au milieu urbain. Aux appartements, et ils le mutualisent aussi, donc la station de lavage par exemple, avec une structure qui fait de la collecte de verre et du réemploi de contenants en verre. Voilà alors, un exemple de leur stockage dans leur zone de stockage et logistique, et les différentes pistes de valorisation qu'ils explorent. Donc là c'est pour la partie urine au-dessus, vous voyez les cuves de fermentation, et en dessous le compostage en andin qu'ils ont depuis expérimenté. Un gros apprentissage de cette enquête, ça a été aussi le rôle des collectivités, puisque là, en fait, comme souvent, en tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui, la low-tech aujourd'hui est un sujet plutôt, ou en tout cas au départ était un sujet plutôt presque marketing. Comment est-ce que des entreprises peuvent développer des produits low-tech ou des services plus low-tech, etc. Ça a été aussi bien exploré et expérimenté dans le milieu de l'ESS, comment des entrepreneurs sociaux peuvent par exemple, là, comme la mise à disposition de bokashi, voilà, développer des services autour de low-tech. Aujourd'hui, si on se pose des questions vraiment à l'échelle sociale et sociétale, la gestion des déchets, l'économie d'eau gaspillée dans les chasses d'eau, ou même le désengorgement des stations d'épuration, et une partie de services de collecte en local et de gestion en local de ces matières organiques. C'est quasiment tout des compétences qui relèvent des collectivités, alors le plus souvent déléguées à des privés, hein, mais quelque part, nous, ce qu'on a pu observer, c'est que dans cette démarche de réappropriation des déchets, des matières organiques, et donc de l'agriculture aussi, hein, localement, et petit à petit, on en arrive à se réapproprier aussi les outils démocratiques et les instances territoriales, collectives territoriales, qui sont censées gérer ces services publics, parce qu'en fait, sûrement une low-tech, elle est utile et accessible. On peut parler d'utilité publique et d'accessibilité à tout public de ces systèmes ou de ces services, en tout cas, autour de ces systèmes. Donc là, ce que vous voyez, c'est en haut à gauche l'adjoint au maire de Bordeaux, qui est particulièrement moteur sur ces thématiques-là. On le verra aussi pour une autre enquête, les leviers des collectivités. Là, le premier, évidemment, c'est de financer une telle expérimentation. Mettre à disposition des locaux d'une certaine façon ou d'une autre par de l'occupation temporaire, etc., etc. La quatrième enquête, j'essaie peut-être d'accélérer, c'est une enquête qu'on a réalisée dans le pays Bigoudin, donc auprès d'une conserverie artisanale qui s'appelle Océan Alimentaire, donc vous voyez les locaux là, qui a un modèle
un modèle très atypique, qui est historique, hein, pour le coup, familial, ça a une trentaine d'années aujourd'hui, qui depuis le début a décidé de faire complètement différemment de l'ensemble des autres secteurs du secteur, en tout cas un paquet d'autres secteurs du secteur, c'est-à-dire de faire 100% local, en appro et en distribution. Au départ, c'était vraiment transformé pour vendre sur le marché de la place, quoi, et s'approvisionner auprès des pêcheurs, puisque c'était vraiment le point de départ, c'était poisson. Ne jamais utiliser de congèle, ne jamais transformer de produits congelés. Donc, s'adapter à la ressource, autant à sa saisonnalité que à ses aléas. Et aussi assurer une activité la plus stable possible pour, quelque part, avoir une vocation aussi de création d'emplois, dans une certaine mesure, parce qu'ils ne veulent pas dépasser un certain volume, localement, des emplois qui permettent de se former à des métiers qui sont recherchés, que ce soit la conserverie ou très tôt, pour compléter justement parfois le manque d'activité à certaines saisons, une crêperie. Donc quelque chose de différent, mais voilà. Et donc ça, c'est le point de départ. Mais aujourd'hui, ils ont continué sur cette lancée. Ils font aujourd'hui de la diffusion auprès de réseaux d'épiceries bio ou de magasins, donc un petit peu au-delà du pays Bigoudin, certes, mais par exemple, le gros de leur chiffre d'affaires reste leur magasin local, entre guillemets d'usine, la vente en direct à des collectifs et à distance. Et aujourd'hui, donc, ils ont développé tout un tas de produits, une gamme qui est très restreinte pour autant, avec des produits très peu transformés, et une façon de travailler du coup qui est assez artisanale, dans le sens où voilà, leur outil entre guillemets de transformation, c'est un autoclave assez simple, assez petit, qui doit être adaptable à tout un tas de process différents. Pareil pour les équipes qui tournent un petit peu tout le temps, puisque les gens passent de cette activité à la crêperie, à un restaurant qu'ils ont ouvert aussi pour pouvoir transformer d'abord des produits frais avant de les mettre en conserve, enfin avant quand c'est le cas, de les mettre en conserve. Et voilà. Et donc et aujourd'hui, ils végétalisent aussi beaucoup leurs produits, donc ils vont vers des produits algues, ils relocalisent une partie de leurs appros auprès de maraîchers, d'agriculteurs locaux. Donc voilà, et ils développent tout un tas d'autres activités, ils sont assez dynamiques sur le territoire, ils ont participé beaucoup à je pense, l'attractivité ou le dynamisme de ce coin-là de Pinmar, qui est le port au départ de pêche industrielle, quoi, Saint-Guénolé. Donc voilà, donc vous voyez aujourd'hui le type de pêcheurs avec lesquels ils travaillent, qui sont des petits pêcheurs, évidemment dans une certaine mesure, mais pour autant. Et leur vocation, c'est finalement aussi maintenir une activité cohérente dans tous les maillons de la chaîne, et donc permettre à des petits pêcheurs comme ces bolincheurs là qui pêchent la sardine de se maintenir en vie, parce qu'aujourd'hui ces acteurs-là sont très très contraints par énormément de réglementations et énormément de contraintes. Et donc le seul levier de maintien, ou en tout cas le premier, c'est le prix. Donc par exemple, Océan Alimentaire a pour stratégie ou pour objectif d'acheter le poisson à un prix au-dessus du prix moyen, pour maintenir à la fois l'emploi, une qualité de travail, de vie de ses fournisseurs, et pour s'assurer aussi des produits de qualité, puisqu'évidemment du coup ils ne visent que la qualité, et bien plus la qualité que la quantité. Ça, c'est aussi une leçon. Et donc, ça, c'est pour la partie pêche à pied et collecte d'algues de rive, donc qui est une activité qui est grandissante, qui a besoin d'être évaluée, régulée au même titre que la pêche, hein, mais qui s'organise a priori aujourd'hui de façon beaucoup plus collective et beaucoup plus participative, je dirais, que la pêche, que le niveau auquel on arrive la pêche aujourd'hui, où tout le monde est un peu siloté. Et donc, il nous a paru que c'était aussi une pratique intéressante à documenter. Bon, je passe rapidement peut-être. Et donc, la cinquième enquête, on a été rencontrer ESEO, donc qui est un atelier centre de formation à l'autonomie énergétique, à destination au départ des particuliers, en autoconstruction ou rénovation, enfin, je veux dire en installation ou en rénovation. Et aujourd'hui, qui s'adresse autant à du petit tertiaire, des collectivités pour leurs bâtiments publics, et certains professionnels également du secteur. Et donc, ce qu'ils font, c'est au départ pouvoir former ces publics-là de A à Z sur leur autonomie énergétique, je dirais, du bâtiment.
Donc d'abord avec une formation un peu théorique, l'autonomie énergétique c'est quoi et pourquoi est-ce que c'est intéressant, mais surtout par quelles étapes importantes on passe avant de penser réseau de chauffage, système de production de chaleur ou même panneaux solaires thermiques ou électriques. Et évidemment, en dernier, électrique. Donc voilà, donc c'était vraiment comment est-ce qu'on réduit sa consommation, comment est-ce qu'on isole, comment est-ce que on repense l'usage du bâtiment, etc. etc. Et ensuite, c'est voilà, des formations à l'auto-construction de panneaux solaires thermiques sur des modèles très très simples et particulièrement efficaces, de raccordement de ces panneaux solaires thermiques à un réseau de chauffage existant, à des ballons d'eau chaude sanitaire si c'est juste pour de l'eau chaude, mais aussi à des réseaux de chauffage existants avec simplement, comme je disais tout à l'heure, un ballon d'eau chaude, plus important souvent, qui sert de batterie thermique. Et enfin, en complément du solaire thermique, parce que même en Bretagne, ils sont installés, le solaire thermique peut répondre à un énorme besoin en chaleur, le solaire direct donc, et bien des poêles bouilleurs, comme on en voit là, un là, et là c'est assez explicite, vraiment, c'est un poêle à bois, l'ouverture est de l'autre côté, le foyer est de l'autre côté, mais l'ensemble des... Enfin, en fait, le gros de la chaleur est capté par un serpentin qui chauffe donc de l'eau, qui ensuite est stockée dans le même ballon. Et en dernière instance, ils font évidemment des formations, ils accompagnent à l'installation de ces réseaux. Donc là, on voit les panneaux solaires thermiques très simples. Je crois que j'ai une autre photo d'installation d'un parc de panneaux solaires thermiques. Et donc, les dernières étapes, une fois la fabrication et l'installation, c'est aussi, quand c'est nécessaire ou quand c'est demandé, une formation complète de dimensionnement, d'auto-assemblage, je dirais, plutôt que construction, et d'installation de photovoltaïque, plutôt dans une volonté d'autoconsommation sur l'habitat, plutôt que vraiment d'autonomie pure, sauf quand c'est vraiment hors réseau, mais voilà, c'est plutôt de réduire la dépendance du réseau et du coup aussi la pression sur le réseau. Voilà, dernière enquête en date et en fait particulièrement d'actualité. Cette photo elle date de dimanche dernier. On est en ce moment entre deux moments d'une enquête autour de l'agriculture, donc le volet plutôt production agroalimentaire, alors que jusqu'à maintenant c'était plutôt transformation, comme que ce soit la conserverie ou l'artisan boulanger et torréfacteur. Et donc là, on a été d'abord pendant 4 jours participer et assister à l'Assemblée générale du réseau national et de la structure nationale Atelier Paysans, que peut-être les autres vous connaissez, qui est un réseau de formateurs et de paysans à l'autoconstruction de machines-outils, particulièrement, je dirais, low-tech, ou en tout cas appropriées, et du coup qui facilite le travail, qui sont particulièrement réparables, particulièrement robustes, etc., le moins mécanisé possible des paysans, mais aussi avec un certain pragmatisme. Hein, il y a toute une partie des machines qui sont simplement des machines qu'on peut mettre de façon beaucoup plus modulaire sur l'attelage d'un tracteur, quel que soit le tracteur, et donc qui facilite l'usage au quotidien, qui évite d'acheter plusieurs tracteurs pour plusieurs machines, etc. etc. Donc voilà, et aujourd'hui, l'atelier paysan, donc je crois que c'est la seule photo que j'ai mise, ouais, c'est ça. On a une étape d'essaimage, un peu comme Ezeo d'ailleurs, l'enquête juste avant, qui ont des ateliers qui ouvrent un peu partout en France. Et pour le cas de l'atelier paysan, qui a des réseaux, des collectifs de formateurs et de paysans qui se structurent ailleurs que donc où ils sont basés, là, pas loin de Grenoble. Alors que jusqu'à maintenant, c'était eux qui allaient dans les fermes faire des formations, parfois jusqu'en Bretagne. Aujourd'hui, ils ont officiellement une antenne bretonne dans laquelle ils développent des formations plus longues et de plus en plus de dessins, comme ils les appellent, c'est-à-dire de collectifs capables d'assurer les formations locales. Donc là, ça c'est le début de l'enquête, ces 4 jours, ça a été très riche. On a énormément parlé de la portée politique de ce type de démarche et comment est-ce que toutes les initiatives que je viens de vous présenter ne feront pas société si elles ne s'emparent pas d'une dimension sociale et de transformation sociale par leur modèle et par leur activité, mais qui les dépassent évidemment, puisque pour l'ensemble de ce que je viens de vous présenter, ça reste des niches aujourd'hui, hein, des toutes petites structures. Donc voilà, la portée collective, sociale et politique de ce type d'initiative. Donc ça, c'était une spécificité, une singularité qui nous a paru particulièrement intéressant. Comment ils s'organisent pour atteindre ces objectifs-là. Et donc la deuxième partie de cette enquête, ce sera les 12-15 prochains jours pendant lesquels on va
être sur le terrain auprès d'un de ces collectifs local qui a développé des solutions, les a fait documenter par l'atelier paysan et assure des formations en local au nom de l'atelier paysan qui s'appelle Étincelle Paysanne, qui est basé dans les Hauts-de-France, pas loin de Lille. Donc là, évidemment, je n'ai pas de photos. Mais par contre, je peux vous parler d'une prochaine enquête qu'on réalisera qui sera sur le volet plutôt logistique et transport et vraiment local, mobilité, livraison et autres, et qui donc s'intéressera en particulier à ce type de modèles qui sont des modèles, par exemple en l'occurrence de remorques assistées électriques, donc adaptables sur n'importe quel vélo, et autoconstructibles, développés par l'association Véloma, qui est basée dans les Deux-Sèvres, et qui historiquement travaille avec l'acteur qu'on va aller rencontrer, qui s'appelle Cargonomia, qui est basé à Budapest, et qui a vraiment structuré toute une filière autour de ce type d'objet-là, pour expérimenter une autre logistique, un peu je ne sais pas si décarbonée, mais en tout cas défossilisée. Bref, c'était un peu long, désolé d'avoir mis autant de temps. Ce schéma, désolé encore une fois, mais explique bien que de la même façon qu'on peut imaginer une certaine autonomie individuelle, entre guillemets, comme je pense les uns les autres, vous en avez en tête, avec ce type de système low-tech. Là, en fait, ce que j'essaye de représenter au travers de ce schéma, c'est qu'en fait, l'ensemble des structures qu'on a été rencontrées s'adressent au collectif, font collectif par leur organisation, et structurent une autre autonomie, une autonomie plutôt territoriale, locale, etc., que ce soit sur le volet agricole, transformation alimentaire, logistique, distribution aussi au travers de réseaux de circuits courts, le chômage, la construction, la récupération et la circularité des déchets, leur valorisation aussi pour l'agroalimentation ou pour d'autres choses, etc., etc. Ça, je passe, c'est pour un peu nous la qualification des différentes structures qu'on a pu rencontrer. Et voilà, c'était la dernière slide que je voulais vous présenter avant de passer peut-être à l'échange avec Jonathan. C'est comment est-ce qu'en fait, du coup, ce qu'on observe au-delà de la forme, de la technique, même la technique organisationnelle, économique, juridique, dont je vous ai donné un petit peu à voir là quelques exemples et dont j'ai restitué quelques aspects. C'est aussi vraiment comment est-ce qu'en fait ces valeurs qu'on trouve finalement au cœur de la démarche low-tech et de beaucoup de pratiques low-tech à différentes échelles, donc celles que je liste sur la partie gauche, là, elles peuvent se traduire en fait en philosophie d'organisation ou en culture organisationnelle. Et donc, finalement, quelle forme ou quelle modalité prennent les organisations qui sont vraiment cohérentes ou qui incarnent les vraies valeurs et donc qui ne sont pas des façons de dévoyer un peu ces valeurs-là ou ces concepts. Et c'est ça qui nous intéressait vraiment, qui nous intéresse toujours d'ailleurs, avec le projet de Zanget, c'est réussir à identifier ça. Donc là, pour les exemples, autonomie, je dirais autonomie au départ, technique, etc. Comment est-ce qu'elle ou énergétique, comment est-ce qu'elle se traduit en autonomie en termes de compétences à l'échelle de collectifs, donc de chaque individu dans le collectif, mais aussi de comment elles sont réparties à l'échelle du collectif, donc à l'échelle d'un territoire, par exemple. Mais aussi, là, c'est ce que je mettais, stratégie d'autofinancement. Comment est-ce qu'on peut être autonome financièrement et non pas trop systématiquement dépendre de services de financement, de partenaires de financement, qui évidemment vont eux aussi avoir leur culture, leurs contraintes, leurs injonctions, etc. etc. Les autres exemples, donc je passe pas forcément la partie gauche, mais que peut-être les uns les autres vous connaissez, vous repérez. Mais par contre, voilà, donc on a aussi la diffusion de connaissances et l'encapacitation plutôt que la diffusion de produits ou de services générant des dépendances. Ça se traduit aussi dans le rôle qu'ont les contributeurs ou les bénéficiaires, plus ou moins, souvent c'est un peu flou, au sein de ces organisations-là, et donc dans leur statut et leur modèle de gouvernance, dans le modèle juridique et leur modèle de gouvernance, qui sont souvent proches du modèle coopératif. Souvent, aussi des modalités de fonctionnement en interne qui sont pas forcément horizontales, mais en tout cas, je dirais, partagées. Différentes stratégies de gestion et de développement qui vont doucement, qui ne se pressent pas, on l'observe à peu près partout.
mais qui du coup, dans cette sens-là, peuvent rester cohérents et peuvent opérer par itération et finalement aussi se former, prendre le temps d'apprendre et de convaincre. Enfin voilà, le rapport au temps est un peu différent. Beaucoup de mutualisation d'équipements, de RH et autres. Voilà, donc là je mets relocalisation, bref, beaucoup d'autres outils qu'on retrouve. Voilà, je sais pas, je pense que Joe, tu dois être dans le coin. Je sais pas si vous avez peut-être les uns les autres des questions. Désolé, j'ai loupé beaucoup d'échanges. Je pense que. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous redire jusqu'à quand est-ce qu'on a? Eh ben, 16 heures en tout. On avait prévu Ok, du coup un peu plus de temps pour l'échange et au pire, on pourra faire une ouais, petite pause avant la table ronde. Je crois que Jonathan n'est pas encore là, mais il risque d'arriver parce que c'était prévu qu'il arrive à 15h30, vers 15h30, 15h45. ok, parfait. Et ben dans ce cas, puisque je pense que j'ai beaucoup déchargé d'infos, désolé encore pour le bloc, j'espère que les images et la présentation a pu servir de support. Euh, Est-ce que éventuellement vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre pour préciser? Et je peux peut-être du coup arrêter le partage, désolé. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais essayer de remettre la vidéo si jamais ça lag. On fera ça. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, je crois. Ok. Alors désolé, du coup c'est vrai que j'étais sur la presse, j'ai pas vraiment vu passer Oui, oui. tout ça. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que peut-être les gens qui ont posé les questions peuvent lever la main ou Oui, vous et pouvez des aussi outils comme ça? intervenir. Alors, Bonjour, vous m'entendez? oui, Directement. Oui, Ici, c'est Luis Villa. Je suis un ancien chercheur à Toulouse, au LAS. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. J'adore ce type merci. d'échange et ces journées-là parce que ça me convainc davantage à ne pas aimer les low-tech. Avant, j'étais un peu gêné de dire que j'étais anti-low-tech à une époque parce que ça me faisait un peu être, si on s'est dit anti-low-tech, donc forcément, on va se poser du côté des méchants, donc des gens qui veulent les consumérismes à gogo, mais c'est pas du tout les cas. Mais je crois que je consolide, en tout cas en vous écoutant, en réalisant les pads de ce matin, je n'étais pas là ce matin. Et pour moi, les concepts de low-tech, il est vraiment pas du tout adapté à la discussion, en tout cas à l'analyse qu'on essaye de faire. Euh, et je crois que ça, c'était l'essence de la discussion qui était dans les chats. C'est pour ça qu'on échangeait beaucoup là-dessus. Et alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour moi, c'est un truc assez emblématique. Il n'y a rien de low dans la technologie qui vient d'être présentée. Alors, certes, il y a toute la discussion de ce matin qui est sur la notion d'opposition entre low et high-tech, la hyper spécialisation des choses et l'effet que on a certes une cacophonie technologique qui nous hante là, dans notre société des consuméristes. Ça, c'est pas la question. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Je suis en phase sur les principes qu'on vient de discuter. Mais je vois bien, il y a un truc qui me gêne dans ces concepts et dans la façon dont c'est présenté, parce que, grosso modo, on est en train de peut-être remettre en place une vision différente de l'ergonomie. On essaie de peut-être humaniser la technique ou rendre les gens moins dépendants de la technologie, plus acteurs de leur technologie. Tout ça, je peux entendre, je vois bien ça dans les projets qui ont été présentés et dans les discussions, dans les suivis qui font les Low Tech Labs aussi, qui a d'ailleurs, vous avez fait un travail exceptionnel, c'est très bien ce que vous faites. Et je crois que mon commentaire, il est là, pour moi, cette notion de low tech, en tout cas, la façon dont on voit les low tech, pour moi, c'est vraiment pas adapté. Je suis plus pour. Ici, et je ne suis pas le seul, il y a d'autres collègues aussi ici on partage cette analyse-là. On est plus pour une pérennité programmée ou une notion de comment construire une technologie avec des outils qui puissent durer très longtemps, avec des savoirs libres encadré avec des communs, avec une gouvernance construite autour des réciprocités renforcées et des partages et des droits et des devoirs autour des technologies et de leur utilisation, plutôt qu'y faire dire low-tech. Parce que pour moi, on doit convaincre, là on est tous à peu près convaincus,
on a des millions ou des milliards de gens à qui on peut convaincre à devenir plus sobre et dire low-tech à ces gens-là, ils vont dire, ouais, gardez votre low-tech, moi, je veux mon truc bling-bling. Et là, pour moi, c'est ça les vrais combats. Et c'est pas que par de l'exemple, mais aussi de donner aux gens ou de créer des mécanismes de sobriété technologique. Et moi, je reste convaincu que dire low-tech, utiliser ces concepts, ça dessert cet effort qu'on essaie de mettre en place. Voilà. C'est un commentaire que je mets par rapport à ce qui était discuté. Après, les exemples sont exceptionnels, ils sont super intéressants et d'une vraie changement technologique, mais pas du lot. Ah bah, je peux quand même, je pense, répondre, même si c'est qu'une remarque. En fait, je trouve ça... je ne peux pas réagir trop violemment, mais je comprends l'inquiétude qu'il peut y avoir à utiliser le mot lot, parce que ça peut un peu, surprendre, parfois faire peur, etc. Mais si vraiment c'est qu'une seule question de terme, puisque du coup, tout ce que vous avez dit, voilà, que ce soit en termes de critères, de changement de technologie, de rapport à la technologie, que ce soit en termes d'exemples, etc., on converge. Je pense que c'est, je sais pas comment dire, c'est un peu dommage de s'arrêter à ce terme, simplement parce que dans l'imaginaire apparemment que vous avez collectif, il coince, alors que, pour être honnête, et pour être depuis bientôt 5 ans salarié du Low Tech Lab, donc je veux dire avec écrit ce mot sur mon front depuis un petit moment, j'ai l'impression que les gens qui utilisent ce terme et les gens qui s'intéressent à ce terme, qui viennent nous voir pour ça, et là je ne parle pas simplement de hippies convaincus depuis les années 70, hein, je parle de partis politiques qui sont en train d'écrire leur programme pour les présidentielles de 2022, je parle de collectivités et de présidents de régions divers et variés avec lesquels on collabore, d'entreprises du CAC 40 qui voient aussi un enjeu à ne pas passer à côté de ce concept. Et ben justement, en fait, le terme est, je pense, particulièrement intéressant parce que, oui, il est surprenant, et heureusement qu'il est surprenant. Je pense qu'il faut surprendre aujourd'hui, il faut choquer, il faut interpeller, parce que c'est pas simplement en restant un petit peu dans des mécanismes actuels et effectivement en s'assurant de manipuler un petit peu tout le monde pour aller vers autre chose, que finalement le modèle de société dans lequel on est, je pense, sortira par le haut de la crise qu'il connaît. Et ensuite, je pense que ce terme, qui est simplement une traduction anglaise de basse technologie, hein, donc la haute technologie, la basse technologie, pour moi, si la haute technologie n'est pas le diable, la basse technologie n'est pas la fange, je pense que beaucoup de travaux théoriques, pratiques, universitaires, moins universitaires, populaires, s'emparent de ce terme et en font quelque chose et finalement lui donnent une âme quelque part, ou en tout cas une définition, une forme, un fond, qui, je pense, comme là vous semblez le partager, on semble le partager, réunit beaucoup d'ingrédients qui sont importants pour changer justement de modèle de société. Donc maintenant, peut-être que, parce que ça c'est vrai que je le maîtrise beaucoup moins, le terme low-tech au-delà du monde francophone, notamment dans le monde anglophone, dans lequel il est utilisé depuis très longtemps, de façon beaucoup moins conceptuelle, je dirais, et peut-être dans d'autres cultures, peut être à traduire quelque part, tout simplement, pour lui trouver une traduction, mais en français en tout cas, et dans le monde francophone auquel on parle, nous, à 70-80% quand on regarde un peu les statistiques, et celui qui est francophone, je parle vraiment de la francophonie, hein, donc l'Afrique de l'Ouest, le Québec, la Belgique, etc., le Maghreb, on voit qu'il marche, et il marche aussi parce que justement, il est suffisamment surprenant pour troubler et pour se poser des questions, et en même temps, il est suffisamment aussi neutre, je dirais quelque part, parce qu'il est anglicisé, parce qu'il est
un peu bankable, etc., pour rassembler beaucoup de profils différents et donc permettre à beaucoup de gens différents de discuter. Et ça, je pense que c'est énormément et c'est un enjeu, je pense, important, que ce ne soit pas un terme qui soit excluant. Et en l'occurrence, ou s'il est excluant, finalement, qu'il soit excluant de vraiment ceux avec qui on n'a pas envie de... Enfin, ceux qui sont beaucoup trop attachés au monde d'avant pour construire avec nous celui d'après. Donc voilà. Donc, pour être tout à fait honnête, je peux comprendre que ça paraisse être une erreur stratégique, peut-être, si c'est ça finalement que vous vouliez dire. Mais d'expérience aujourd'hui, et je pense que autant pour connaître le réseau, l'écosystème, pour être encore une fois au quotidien à prôner ce concept et à l'expliciter, le donner à comprendre dans tout un tas de contextes différents, et ben, je pense que c'est pas tant une erreur stratégique aujourd'hui. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, à Holotech Lab, on a développé un des outils qui nous paraît être clé, qui est une formation à l'acculturation. Donc, c'est même pas une formation, en fait, c'est une acculturation à l'allotech, comme nous, on l'entend, et tout ce qu'on vient de décrire ensemble, et de donner à voir, je trouve, en tout cas, moi, au travers de ces exemples. Et donc, ce terme-là, effectivement, ce concept-là, il demande de changer de culture, finalement, de changer de rapport à plein de choses. Et donc, on a développé ces modules d'acculturation et que, finalement, on propose et on nous demande dans des cercles extrêmement variés, autant d'éducation populaire que former les fonctionnaires d'un ministère ou d'une région ou d'une agence publique, que en milieu scolaire ou académique, que en milieu privé ou je dirais entreprise, auprès d'autres assos, enfin voilà. Donc vraiment, je ne crois pas que ce soit une erreur stratégique, en tout cas moi. Et oui, pour répondre, Sophie, je vois la remarque sur le côté excluant du terme. Je pense que il faut mener un combat contre l'anglicisme comment dire, systématique et tout ce que ça amène avec lui. Il faut une diversité de termes qui permettent de dire low-tech ou de préciser, etc. Et ça, moi, je suis le premier à les utiliser. D'expliciter le concept. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'utiliser un mot anglais, ce soit excluant. Je me permets de ne pas lister 1000 exemples, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Désolé, juste de vous couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui distribue la parole? Parce que comme ça, on peut. Je crois que je ne suis pas le seul. Moi, je me connais, je parle beaucoup. Je veux juste pas monopoliser la parole. Je veux bien répondre à certains aspects que vous avez évoqués, mais je veux pas être le seul. Donc, s'il y a des gens qui distribuent la parole pour savoir qui est je ne suis pas le seul à lever la main. Merci Louis. Du coup, merci Quentin pour avoir répondu à la remarque de Louis. Merci Louis. Là, il y a Jonathan qui vient d'arriver. Du coup, je propose de reprendre un peu plus de manière classique, Quentin, ce que tu avais prévu avec Jonathan pendant une dizaine de minutes. Et après, on reprendra du coup sur cette discussion. Sur cette discussion ou sur d'autres questions, notamment Michel, je sais que tu avais la main levée aussi. Est-ce que ça vous va? Quentin, ça te va? Ça va pour moi. Bonjour tout le monde. Ok. Et ben ouais, merci Jonathan de te prêter à l'exercice, de nous avoir rejoints. Et oui, je veux pas que ce soit trop frustrant pour les échanges, donc on peut aussi prévoir une boucle de mail derrière qui sera peut-être un peu moins réactive. Et désolé par avance, mais que ce soit pas juste voilà. Donc pour te resituer, Jonathan, j'ai présenté les différents terrains d'enquête et les différentes organisations qu'on a rencontrées jusqu'à aujourd'hui, donc une petite demi-douzaine. Et notamment, j'ai introduit, je dirais, l'association Apala, ces différents petits acteurs, et j'ai fait à peine plus finalement sur Innerlog. Mais ce que j'ai proposé, c'est que on creuse un petit peu plus ensemble diverses questions un peu plus spécifiques ou un peu plus approfondies sur les façons de faire, les pratiques et un peu les ambitions d'Apala.
Est-ce que ça te va? Ouais, très bien. Très bien. Cool, j'allais dire, on t'entend pas, mais si c'est un peu décalé. Ouais, c'est bon. On entend. Bah, ouais, je pense que c'est bon. C'est pas très fort, mais on t'entend. Ok. Bah, la première question, c'est de ce que j'ai présenté, en fait, il y a un certain nombre d'acteurs, de petits acteurs, comme vous les appelez, puisque pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets, donc Apala aux petits acteurs, l'avenir. Parmi ces différents petits acteurs, donc la spécificité finalement de cette association, c'est cette diversité. Qu'est-ce que tu dirais qui sont l'intérêt d'avoir plein d'activités? En fait, c'est aussi ça un des aspects de la LODEC, c'est d'être assez transverse finalement et de toucher à plein de secteurs. En ce sens, vous l'incarnez bien. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a des avantages, peut-être des inconvénients, à avoir autant des projets divers au sein d'une même structure, ou en tout cas portés ou soutenus, appuyés par une même structure? Et n'hésite pas à t'appuyer sur des exemples, puisque je les ai introduits, mais... Ouais. Alors, ouais, en fait, l'idée de l'association, c'était de répondre aux problématiques environnementales, donc par des solutions techniques open source. Et au début, on parlait plus de solutions techniques soutenables. Et en fait, quand le terme low-tech a été popularisé par le Low-Tech Lab, on s'est tout de suite reconnu dans l'approche. Et on s'est dit, bon, en fait, on fait de la low-tech. Notre spécificité, c'était de traiter les sujets avec une approche énergétique. Donc, on s'est d'abord penché sur la problématique du chauffage dans l'habitat, parce qu'en fait, 66% de l'énergie consommée dans l'habitat, c'est pour le chauffage. Et du coup, on a développé ce projet-là de poêle de masse. Donc, l'idée, c'était de faire un poêle de masse libre et accessible qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc en particulier les NOx, les particules fines. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a pris tout simplement les graphiques, les fromages de part d'émissions de gaz à effet de serre de tout à chacun et des nations, donc en particulier la France. Et on s'est dit, on va s'attaquer à la problématique de l'alimentation, parce qu'en fait, l'alimentation, on a découvert que c'était une part très importante de ces impacts. Et on a traité le sujet de la même manière, en fait. Après, on a développé, en fait, notre approche, elle était, on va dire, scientifique et technique. C'est pour ça qu'on s'est penché sur ces sujets-là. Et dans l'ADN de Apala, il y a une volonté de faire, d'expérimenter. Donc, on fait de la recherche et développement. C'est pour ça qu'on continue à travailler avec des écoles. On y reviendra peut-être par la suite. Euh, mais l'idée, c'est de proposer des prestations qui, en fait, répondent à une problématique donnée par une solution libre, open source et auto-constructible. Donc, l'idée, par exemple, pour le poêle de masse, c'était pas de devenir artisan poêlier, mais plutôt d'être capable de monter un poêle, d'accompagner un autoconstructeur et de baliser le parcours pour que ça soit le plus sécurisé possible. On s'est confronté en fait à des problématiques de l'ordre qui sont beaucoup plus larges et qui sont un peu complexes pour nous comment dire à répondre en fait parce que l'accompagnement dans le bâtiment est très peu comment dire est très peu balisé. Du coup, alors qu'une enquête Trémi de l'ADEME montrait que les gens avaient besoin d'accompagnement, notamment dans la volonté de changer de chauffage. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de pousser jusqu'au bout le sujet, d'aller jusqu'à une certification, mais pas privative, c'est-à-dire avec le CSTB, donc le Centre scientifique et technique du bâtiment. Eh ben, ils ont mis du temps à comprendre pourquoi on voulait faire ça, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des industriels qui mettent un brevet et qui après en font leur modèle éco. Nous, notre but, c'était de pousser le curseur pour que ça soit le plus reconnu possible, que ça soit sanctionné par les instances et que les autoconstructeurs puissent se saisir d'une technologie sécurisée. Voilà. Donc aujourd'hui, on a sollicité l'ADEME pour un financement et on l'a malheureusement pas reçu parce qu'on a été très mal aiguillé, mais ça sera un autre sujet. Mais voilà, dans l'idée, on aborde comme ça nos problématiques et on garde dans notre ADN la volonté de faire et de se remettre en question, d'itérer les solutions.
Et pour répondre plus précisément à ta question sur est-ce que c'est compliqué d'avoir plusieurs sujets? Alors, au début, c'était compliqué parce que les interlocuteurs avaient du mal à situer notre approche. Où ils comprenaient, ils se disaient, OK, on fait du poil de masse, on fait de la brique de terre crue compressée, on travaille dans l'alimentation. Là, maintenant, on a un espace pour la réparation de vélos. Avec Enerlog, on fait des capteurs solaires aérothermiques et on fait un dôme géodésique. Donc, clairement, oui, on se retrouve avec un panel de solutions. Mais en fait, au fur et à mesure, ça prend forme et les gens, on se rend compte que c'est une force, que ça nous permet d'avoir plusieurs portes d'entrée et ça nous permet d'intégrer des gens dans notre écosystème via différents sujets. C'est très intéressant à explorer. Ça n'a pas été facile tous les jours du tout, mais clairement, aujourd'hui, on voit ça comme une force. Ouais. Et donc, merci d'avoir reprécisé un peu le parcours et les différents, à la fois, sujets et valeurs d'Apala. Et donc, ouais, pour préciser encore un peu ta réponse à cette question, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que permet de mutualiser ou de partager Apala ensemble? Ouais, alors c'est ça, c'est l'idée de l'association, c'est une association à but non lucratif. Et en fait, les projets ont tous des temporalités différentes. Sur certains projets, l'idée, c'est qu'on a mis un référent par projet. Et en fait, chaque référent choisit un peu comment est-ce qu'il veut mener son projet. Par exemple, Loïc, c'est le référent d'Enerlog. Et de par son statut, où où c'était un jeune docteur, il y avait l'idée de faire une thèse, de faire un financement CIFRE pour financer la recherche et le développement. Ça, c'est une des problématiques majeures à laquelle on est confronté, c'est de trouver des moyens de financement pour la recherche et le développement. Et donc, l'idée, c'est toujours de ne pas vendre n'importe quoi pour pouvoir en vivre, mais plutôt faire des recherches poussées et de trouver une solution pour tout simplement avoir quelque chose de mieux calibré possible, quoi. Donc, j'étais arrivé au point où, en fait, chaque référent a la possibilité de développer son projet dans l'association, ou alors il décide complètement, comme l'a fait Loïc, de faire une entité. Donc, on a fait une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, pour développer et avoir sa propre identité. Mais en fait, Enerlog reste un petit acteur de Apala, où Enerlog profite par exemple de la location partagée de l'atelier. Ici, donc on a 164 mètres carrés sur l'île de Nantes, l'Agronaute. Donc, c'est des anciens mines de Nantes. Et en fait, on a un espace commun, on a un atelier partagé, on mutualise les outils. Après, on a un serveur, donc tout un développement numérique libre aussi. C'est une association qui s'appelle Écoute ça qui nous développe cet écosystème numérique et qui nous permet de mettre à disposition tous les outils. On est aussi capable d'avoir une certaine agilité grâce à l'association parce qu'elle maintenant elle est connue, reconnue sur le territoire, elle date de 2013. Et en fait, un petit acteur qui émerge peut profiter de cette notoriété-là en quelque sorte, de cette expérience-là, pour aller plus vite dans son projet. On se retrouve un peu en sorte d'incubateur, quoi. Ok, merci. Donc effectivement, vous partagez autour des locaux, que des outils numériques, une biblio et donc un certain nombre, une sorte de culture partagée, de culture technique au moins scientifique partagée, des partenaires, tu l'as dit. Et ce à quoi nous on a aussi assisté, c'est souvent ce qui fait défaut dans un modèle plus classique, c'est finalement la ressource humaine qui coûte cher et qui coûte même de plus en plus cher, et en particulier dans nos pays, entre guillemets. Donc une des forces à laquelle on a assisté, c'est aussi, comme tu le disais, à la fois les gens viennent à Apala par des ports d'entrée différents, des points d'intérêt différents, et on le comprend, quelqu'un qui est intéressé par le vélo peut arriver autant que quelqu'un qui s'est intéressé par le chauffage ou l'alimentation. Mais du coup aussi, ça fait des forces vives qui sont mobilisables et qui sont mutualisables, dans une certaine mesure évidemment, hein, mais pour des moments de chantier collectif, de rush d'un ou de plusieurs autres petits acteurs et autres. Et je voulais du coup revenir sur ce volet ressources humaines, parce que c'est aussi quelque chose que tu as évoqué. Ouais.
Nous, dans la définition de la low-tech, il y a le volet accessible. Accessible notamment parce que libre, open source, donc pas propriétaire, tu l'as abordé, mais aussi accessible autant que faire se peut économiquement. Alors on sait que faire qualité, faire robuste, faire durable, faire local, en règle générale, ça peut coûter plus cher que faire, j'ai employé un mot, mais voilà, faire à l'inverse. Mais vous, j'ai l'impression que c'est une volonté depuis le début de maintenir à la fois une activité sur le territoire, ben voilà, de permettre à des gens de faire des choses, et en même temps de maintenir ce que vous proposez accessible. Et vous avez développé plein de stratégies pour ça, plein d'offres plus ou moins adaptées pour ça, enfin je veux dire modulaires pour ça, pour vous adapter aux besoins, enfin aux moyens de chacun. Mais vous avez aussi, j'ai l'impression, eu plusieurs phases d'expérimentation consistant, et même aujourd'hui ce que vous visez de faire avec le poil par exemple, à réduire finalement la part du coût RH humain sur l'offre et le service ou la techno proposée, et quelque part de décorréler une réponse à un besoin essentiel de la rémunération directe des gens qui permettent cette réponse. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un peu un retour d'expérience là-dessus? Parce que comme tu le disais, finalement, à partir du moment où tu as breveté et tu gagnes ton pain, à partir du moment où tu exploites ton brevet, tu as du mal à ouvrir et à répondre aux besoins de tout un chacun, quoi. Ouais, alors là-dessus, malheureusement, on ne prétend pas avoir la clé. Par contre, on a des petits retours d'expérience qui, je pense, peuvent être inspirants à certains égards. Donc, on a réussi à trouver, bon, on ne va pas se mentir, hein, d'abord, ça s'est basé sur notre précarité. Donc, c'est ce qu'on appelle précaria. Alors, je vois qu'il y a une main levée, peut-être qu'il y avait une question en particulier. Je ne sais pas si on y répond maintenant ou comment ça se passe. Je pense pas. Je pense qu'on peut, si ça te va, finir, parce que je voudrais terminer sur le volet recherche et rouvrir pour les 5 dernières minutes. Ok, très bien. Du coup, on se base d'abord sur notre précarité, hein. En fait, on a tous des profils scientifiques et techniques et on s'est engagé vraiment corps et âme dans le projet où, en gros, avant d'avoir une activité rémunératrice, ça se base sur le chômage des personnes qui peut aller jusqu'au RSA, malheureusement, quand on n'arrive pas à contractualiser avant. Mais par exemple, pour mon cas, moi, ça fait depuis 2013 que je travaille dans l'association et je commence à arriver à la moitié du temps salarié et la moitié du temps bénévole dans l'association. Et en fait, on a réussi à décorréler justement la vente directe de Presta et la recherche et le développement de l'association par un emploi d'avenir. Donc, c'est des emplois aidés, c'est encore assez précaire et c'est pas super satisfaisant, mais on voit que ça a fonctionné quand même. Et là, l'idée, c'est qu'on est allé chercher des subventions avec l'association à but non lucratif pour essayer de compléter ce salariat aidé en fait par l'État. Après, on a déployé plusieurs stratégies. Par exemple, comme tu disais, pour rendre accessible une technologie, l'idée, c'était de répondre non pas en tant qu'artisan poilier et d'avoir toutes les charges d'un artisan poilier, mais plutôt d'aller proposer une solution adaptée à un besoin, c'est-à-dire que l'autoconstructeur, il peut avoir besoin juste d'un kit et d'une notice de montage, ou alors il a besoin d'une aide complète. Et en fait, on fait des degrés d'implication où plus l'association est impliquée sur la techno en question, sur la solution, in situ, plus le coût sera élevé. Moins, en fait, on essaie de s'adapter à toutes les bourses en quelque sorte. Et après, en fait, d'un autre côté, on se base aussi sur le bénévolat des salariés, le bénévolat et des salariés. Du coup, on essaie de contractualiser au maximum. Avant la fin de l'année, on va essayer d'être 3 à contractualiser. Bon, c'est clairement, on n'a pas la clé, c'est pas évident, mais on voit que ça bouge, on voit qu'on est de plus en plus sollicité. Et on le voit aussi à des niveaux, puisqu'on a gardé un pied dans le milieu de la recherche universitaire, on voit qu'en fait, il y a de plus en plus d'ingénieurs en quête de sens, donc ils cherchent à développer des technologies soutenables. Et de ce point de vue-là, on maintient une réflexion depuis maintenant 5 ans, où tous les ans, on donne des sujets d'études, où on suit des étudiants. Là, on a suivi plus de 100 étudiants, on a proposé plus de 18 sujets d'études sur des technologies soutenables, donc sur de la low-tech,
Ça va de l'agriculture à la caractérisation d'un poil de masse en passant par le dôme géodésique. Donc, et ça permet, nous, de rester un pied dans le milieu universitaire. Donc, on a travaillé essentiellement avec l'École centrale de Nantes, avec l'IAE, donc c'est les économistes qui sont en face de l'école de droit de Nantes, la faculté de droit de Nantes, l'ESA de Angers, c'est l'école supérieure d'agriculture de Angers, et Polytech Nantes, notamment sur le capteur solaire aérothermique. Alors, ça ne nous permet pas d'aboutir à un prototype qui est très calibré. Par contre, nous, ça nous permet de nous confronter quasiment quotidiennement, enfin en continu, à la réflexion, à la recherche sur les sujets qu'on traite. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais voilà un peu le… Si, c'est cool, merci. En plus, ça fait un peu le lien avec la dernière partie. Je voudrais peut-être juste préciser que, évidemment, donc, comme tu le disais, hein, ça passe par des phases un peu comme tout pionnier, je pense, entre guillemets, dans des domaines un peu émergents et qui rentrent pas forcément dans les cases du système économique actuel ou même des aides et autres qui peuvent exister. Nous, alors déjà pour préciser, vous avez aussi développé un certain nombre d'activités qui sont autonomes financièrement ou en tout cas qui ont vocation à le devenir, que ce soit, je pense, à l'aide aux choix et aux achats groupés que tu peux faire de poils de masse via des plateformes d'accompagnement des autoconstructeurs ou, par exemple, aux formations sur les machines de fabrication de briques de terre compressée ou les produits alimentaires, etc. Ce que je veux dire, c'est que donc il y a différentes effectivement stratégies qui sont en place. Nous, c'est quelque chose qu'on a identifié à peu près partout. C'est-à-dire que il y a à la fois quelque part au départ souvent une forme de dépendance aux subventions ou aux aides qui quelque part font leur boulot, j'ai envie de dire, c'est-à-dire financent de l'intérêt quasi général et aident des structures à émerger à partir du moment où elles ont une utilité publique, comme je disais tout à l'heure. Ou un enjeu stratégique, parce que parfois c'est aussi ça, hein, quand on voit les très très gros industriels qui parfois sont beaucoup subventionnés aussi parce qu'ils ont simplement un enjeu stratégique, alors c'est peut-être pas les mêmes, mais pour autant, mais surtout rapidement la volonté de s'autonomiser et pour ça de trouver différentes stratégies voilà, d'autonomie financière par la production de valeur qui ne soit pas hors de prix ou inaccessible auprès des autres. Et donc, parfois, ça va être simplement proposer des formations plutôt que proposer des produits. Ça coûte moins cher d'animer une formation que de fabriquer en série 10 produits pour les 10 personnes qui vont être formées. Et parfois, c'est aussi trouver des façons de réduire le prix des formations en faisant appel à d'autres organismes, pas directement la structure, mais pour que les gens candidats puissent faire appel à ces organismes. Je pense à l'atelier paysan, dont les paysans formés bénéficient d'aide à la formation agricole. Je pense à l'exemple des EO sur l'agglomération de Lorient, qui, ne bénéficiant pas des aides aujourd'hui à la rénovation, qui sont en train de transformer profondément le secteur du chauffage et de la rénovation thermique du bâtiment, parce qu'eux ne vendent pas des produits labellisés, puisque c'est de l'autoconstruction, et ben eux, ils ont développé avec l'aide de l'agglomération une sorte de subvention à la formation qui compense le manque d'aide, j'ai envie de dire, nationale ou gouvernementale. Donc bref, voilà, c'est un point vraiment qu'on a identifié un peu à chaque fois. Et je peux juste ajouter qu'en fait, le fait d'avoir développé plusieurs activités, c'est vrai qu'on déploie une sorte on essaye de créer les opportunités. Donc, on déploie plusieurs, on ne marche pas que sur une seule jambe, dans le sens où on a plusieurs thématiques. On se rend compte, par exemple, pour le poil de masse, la certification, c'est un vrai enjeu. Et en fait, c'est un enjeu qui est assez conséquent. Et si on si on travaillait uniquement sur le poil de masse, ben, avec un point bloquant de cette taille, on était un peu bloqué sur nos sujets, quoi. Donc, en attendant, on a pu faire de la R&D sur de l'alimentation, par exemple. Moi, personnellement, du coup, je suis coordinateur de l'association et je suis référent du projet poil de masse et alimentation. Donc, j'ai pu switcher, travailler et développer une nouvelle forme de prestation pour l'alimentation pour identifier, donner des clés de compréhension sur pourquoi il vaut mieux privilégier le végétal pour une alimentation soutenable. Donc, ça nous permet aussi de développer des nouveaux formats où là, on a une conférence qui est disponible. Donc, c'est une conférence assez technique et scientifique qui donne des clés de compréhension qui sont absentes du débat public. Donc, on essaye de pousser les curseurs comme ça. Donc, ça peut
On essaie de garder un pied dans de la fabrication, dans de la prestation publique, mais d'un autre côté, on garde un pied dans le milieu universitaire pour pouvoir confronter nos idées, voir en fait si tout simplement on ne se trompe pas de chemin, enfin, c'est aussi ça que ça nous permet de faire, d'avoir un panel large. Après, évidemment, du coup, on avance forcément moins vite aussi sur chacun des sujets. Et comme je disais, ça dépend de la temporalité des projets. Et chaque référent n'est pas forcément en équivalent temps plein sur le sujet. Là, sur le poil de masse, c'est plus le cas puisqu'on n'a pas le financement. Donc, on a décidé d'arrêter de travailler gratuitement sur de la R&D sur le sujet. On attend un financement pour pouvoir aller jusqu'à la sanction de la certification. À côté, sur l'alimentation, je ne travaillais pas à temps plein non plus parce que je suis coordinateur de l'association. Mais par exemple, Loïc, sur le capteur solaire aérothermique, il était quasiment à temps plein. Manon, elle est quasiment à temps plein sur le label Brick. Par contre, sur un autre projet comme le Vélo Club, la personne, Yann en question, il est infirmier psy. Donc en fait, ça dépend. Il y a aussi comment dire, c'est un projet protéiforme et qui avance à différentes vitesses suivant l'implication des référents en question, quoi. Ah, et il y a une autre chose qu'on vient de découvrir également, c'est qu'en fait, il y a des entreprises comme Benenova, par exemple, qui gèrent des groupes de bénévoles et qui utilisent du coup qui a une stratégie assez intéressante où les bénévoles qui viennent sur des missions peuvent monter en compétences sur certaines missions et devenir référents bénévoles. Et en fait, ils nous ont consultés, ils nous ont dit qu'ils avaient beaucoup trop de bénévoles et pas assez de missions. Donc, nous, c'est forcément questionné parce que l'idée, c'est pas de faire du travail dissimulé, bien évidemment. Mais en fait, les thématiques qu'on aborde sont très intéressantes et intéressent beaucoup de gens. Et ouais. Et du coup, on se rend compte que, par exemple, si on veut se lancer sur la fabrication de briques de terre crue, c'est un plus qu'on l'ouvre. Alors, bien sûr, on ne fera pas de la production comme on l'aurait fait sur une ligne de production avec des salariés et tout ça. Par contre, c'est un moment de convivialité, c'est de l'échange, de la formation en même temps. Et en fait, ça fait rayonner aussi l'association. Donc, voilà, on développe, on essaye de trouver des systèmes qui sont un peu alternatifs, mais avec le même objectif de développement de la solution, quoi. Et en essayant de rester accessible. Mais voilà. Alors, Alexandre, tu me corriges, mais pour ne pas trop dépasser, ce que je propose, c'est que éventuellement juste je lance les questions de la table ronde, et donc c'est Audrey aussi, évidemment, n'hésite pas à me dire, avec un dernier point, justement pour revenir sur le volet recherche. Alors, tu as très bien fait de rappeler que la multiplicité des acteurs et la coopération est aussi un volet d'autonomie financière, hein. On l'a vu partout, mutualiser un compte, que certaines activités plutôt bénéficiaires permettent de financer d'autres, etc. C'est clé dans pas mal de structures. Mais vous avez cette spécificité de travailler, peut-être pas la main dans la main, mais quasiment avec le milieu académique et en particulier les labos de recherche et les chercheurs. Et c'est en plus une remarque qui a été faite là. J'imagine que c'est aussi principalement le sujet, enfin un des sujets clés du webinaire, le lien avec la recherche. Alors, j'ai cru voir dans les participants Sacha et autres membres de l'ODEC Recherche Enseignement, donc je pense qu'il y aura d'autres interventions pertinentes. Mais ma question, c'est, parce que nous, on a vraiment observé pendant notre enquête chez vous, c'est finalement qu'est-ce que l'allotech et votre approche, votre philosophie, votre culture, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de critères, de références, d'imaginaires, d'objectifs complètement différents de ceux dans lesquels le gros de notre société évolue. Et comment est-ce que ce que vous incarnez en tant que démarche peut-être low-tech vient aussi troubler, questionner les modalités de la recherche aujourd'hui qui sont, à mon sens, un peu comme tous les secteurs j'ai envie de dire du moment, enfin de notre société, un peu marchandisée, financiarisée, basée sur de l'appel à projet. Donc, comment est-ce qu'on se plie un peu aux exigences de tout le monde? Et je sais que Michel est là aussi, il pourra abonder dans mon sens. Et donc, à la précarisation de la recherche, en tout cas publique, etc., etc. Et en plus, à la valorisation de la recherche sous forme de brevets, sous forme de... Donc, finalement, on voit que les valeurs qui sont celles de la low-tech viennent complètement impacter
ou questionner, remettre en question, ou en tout cas s'opposer à un certain nombre de valeurs du monde de la recherche aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer ce que tu as l'impression que ça fait pour des chercheurs comme, je pense à Bruno Vitti d'un côté pour Enerlog, à, je ne veux pas me tromper, mais le chercheur avec lequel tu travailles sur la recherche, sur le modèle alimentaire. Voilà, comment est-ce que finalement, est-ce qu'ils trouvent d'autres financements? Est-ce qu'ils inventent aussi des choses ou des mécanismes? Quelles modalités un peu sont imaginées? Et quelque part aussi, comment est-ce qu'ils voient les sujets? Parce que oui, c'est plus des sujets de pointe, de haute technologie, etc., etc. Ça va être d'autres sujets, mais finalement peut-être plus sensé, plus utile, plus en lien avec la société, etc. Et finalement, ça vient redonner du sens autant aux ingénieurs qui toquent à votre porte qu'aux chercheurs dans les labos, quoi. Ouais, alors. Donc voilà, et je me permets du coup de juste, pour clôturer derrière, après je pense que Audrey, tu pourras reprendre, si ça te va, l'animation et qu'on enchaîne sur la table ronde avec les différents témoignages. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, du coup, rapidement, en fait, du coup, c'est Nicolas Saliou dont tu parlais, avec qui je travaille, qui est chercheur à Zurich, Polytech de Zurich. Et en fait, c'est un agronome de formation. Et c'est vrai que sur la partie alimentation, on a produit 2 rapports scientifiques. Donc là, moi, je commence à avoir un bon réseau de chercheurs à mes côtés pour tout simplement permettre des relectures, m'aider sur des articles. On a participé à des tribunes qui sont parues dans Libération, Le Point et Le Monde. Donc, alors, ça allait de la pandémie à la réforme de la PAC. Enfin, voilà, on essaye de participer, de participer au débat public, hein, et de faire avancer les choses. Donc, c'est des milieux qu'on découvre aussi. En fait, il y a plusieurs choses. Par exemple, avec Centrale, on a développé un partenariat rapproché où on a suivi beaucoup d'étudiants de l'école centrale, autant des premières années que des dernières années. Et là, ça va aboutir sur de la formation continue, par exemple, avec un acteur clé comme Leroy Merlin sur le territoire nantais. Donc, on développe ensemble une prestation qui, de base, quand on s'est lancé dans le sujet, on ne s'est pas dit qu'on allait former les salariés de Leroy Merlin dans le cadre de la RSE sur une approche low-tech, sur les différentes solutions techniques qu'on met en œuvre. Voilà, donc ça, c'est un des débouchés un peu inattendu qu'on a pu observer ces derniers temps-là. Sur le milieu de la recherche, c'est un peu pareil. On tisse, on essaye de faire émerger des opportunités. Par exemple, il y a le plan agricole territorial. Là, on a fait une réunion avec la métropole pour leur expliquer, nous, nos travaux de recherche, où est-ce qu'ils nous poussaient, pourquoi est-ce que de végétaliser notre alimentation constituait un levier très intéressant pour la réduction d'impact et comment dire, de trouver des produits à moins d'intensité en ressources, tout simplement, et que c'était une vraie opportunité pour le territoire si on se dotait, par exemple, de parcours de reconversion par exemple, les éleveurs bovins laitiers, on sait qu'ils sont en crise constamment, que c'est un taux de suicide très élevé et leur seul horizon, c'est un peu la lutte pour le prix du lait. Nous, on se dit, on va trouver une porte de sortie de reconversion pour aider les gens qui sont le plus dans ces problématiques-là. Et par exemple, l'idée de faire une production de transformation de produits végétaux à forte valeur ajoutée, qui serait par exemple mutualisée sur le territoire via des CIVAM ou dans des groupements ruraux qui permettraient à chacun de retrouver un peu du sens, de se réapproprier la production et de ne pas perdre la valeur ajoutée qui serait produite. Donc ça c'est c'est un des axes qu'on a pu développer en lien avec ces chercheurs-là, où on essaye de trouver des financements pour pouvoir après faire des études prospectives pour, par exemple, faire un scénario et pour qu'on puisse avancer non plus dans le brouillard, mais avoir des scénarios tracés qui seraient favorables pour le territoire. Donc, c'est des choses que quand on s'est lancé sur ces sujets-là, on n'avait pas forcément la vision concrète, aboutie de ces éléments-là, mais au fur et à mesure de nos recherches, au fur et à mesure des articles, des rapports publiés, des retours aussi, parce qu'on essaye d'avoir un vrai investissement là-dessus, c'est de proposer
ces articles-là, que ce soit sur nos réseaux, et d'essayer d'y répondre, de faire un vrai… tout simplement pour monter en compétence, se questionner, voir si tout simplement on n'a pas un point aveugle, parce que c'est trop souvent le cas, même dans le milieu de la recherche. Là où nous, on a un apport, par exemple pour Nicolas, c'est ce qu'il t'avait dit, Quentin, lors de l'enquête. Il disait qu'en fait, oui, le milieu de la recherche est trop souvent dans une sorte de tour d'ivoire, et que des acteurs de terrain comme l'association Appala, qui fait un peu le grand écart entre de la sensibilisation publique et citoyenne ancrée dans un écosystème en explosion alternatif, et qui fait le lien avec ce milieu de la recherche-là, c'est intéressant. On se retrouve à avoir une complémentarité très intéressante, quoi. Nous, on fait tout simplement le pont entre les citoyens et le milieu de la recherche, tout en essayant de vulgariser au maximum les différentes technos, les différentes approches qui permettent d'arriver à toujours ce même but, de réduire l'impact de notre mode de vie. C'est l'idée, le slogan de l'association, c'est pour un mode de vie soutenable. Donc voilà. Et accessible, je me permets, mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu il y a une vraie vocation sociale dans la low-tech, et Appala l'incarne tout à fait, de permettre à chacun d'accéder à un mode de vie soutenable et quelque part désirable aussi, que ce soit pas évidemment faire une croix sur à peu près tout plaisir et tout confort, mais plutôt encore une fois de changer de culture, de modèle de réussite et d'aspiration collective. Et bon, du coup, c'est intéressant les témoignages que tu nous as rapportés. Je me permets de rapporter celui de Bruno Vitti aussi, le chercheur de Polytech Nantes, si je ne me trompe pas, qui vraiment exprimait que, donc, pour avoir suivi différents projets, et notamment en dernier lieu celui de Loïc sur Enerlog, eh bien, il voit l'impact que ça a sur le labo, et voilà, et le fait qu'aujourd'hui, il y ait des projets comme ça. Alors, ça a été mentionné, il y a un appel à projet du CNRS qui a été l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui était labellisé low-tech. Nous, on le voit, l'ADEME réfléchit pas mal aussi, et même des études en interne pour estimer, évaluer l'intérêt de pousser le sujet. Je laisserai peut-être Thibaut répondre s'il est déjà là, enfin renchérir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande, à partir du moment où on change d'objet de recherche et d'objectif de recherche et de modalité de recherche, et bien ça demande de changer les modalités en fait de la recherche. Et le témoignage de Bruno, c'était vraiment, nous d'habitude, c'est des industriels qui viennent nous voir avec une valorisation, une exploitation de brevets derrière, donc on les facture, et on les facture cher parce que ça permet de financer le labo, et voilà. Et là, en fait, c'est plus possible, c'était pas le cas. Pour autant, les sujets nous intéressent, on voit l'intérêt qu'il y a pour nous à bosser sur ces sujets, pour la société à bosser sur ces sujets, pour Enerlog ou Appala à faire appel aux labos, aux équipements des labos qui pourraient être un peu plus mutualisés, un peu plus gérés en commun, etc. etc. Donc ça vient questionner beaucoup de choses, et ça m'a, moi, fait tilt avec la discussion que j'ai pu avoir il y a un moment avec Michel Mortier, qui était l'ancien responsable de valorisation du CNRS et aujourd'hui président de la fondation CNRS, qui était, c'est consternant de voir en tant que responsable valorisation, donc vraiment comment est-ce que ce qui est trouvé ou en tout cas documenté dans la recherche publique peut être valorisé, donc utilisé, utile. Lui, ce qu'il voyait, c'est qu'en fait, c'était assez déprimant. En tout cas, à son échelle, il trouvait ça déprimant de voir que finalement, le gros de la recherche publique ne sert pas à l'intérêt général ou n'est pas utilisé, n'est juste pas fini sur des étagères, quoi. Et donc, il était un peu concerné, et il disait, mais je ne vois pas pourquoi la recherche publique ne pourrait pas financer ou ne pourrait pas soutenir, parce que c'est les deux volets, ou ne pourrait pas opérer sur des sujets de recherche comme les vôtres, ceux du Low-Tech Lab, ceux globalement, je pense, du sujet Low-Tech, en tout cas de ce qu'on met derrière, de la technologie appropriée, adaptée, etc. Et donc, je ne sais pas si ça a été une des pistes qu'il a trouvées, mais entre-temps, il a été chargé de la préfiguration de la fondation CNRS, qui n'existait pas il y a encore 3-4 ans. Et aujourd'hui, alors ça fait un moment que je ne suis plus ces aventures, entre guillemets, mais il en est au moins le directeur général ou le président. Et la fondation CNRS a en fait été lancée quasiment au moment du Covid, donc a beaucoup soutenu la recherche d'intérêt général, entre guillemets, autour du Covid, ou en tout cas facilité cette recherche-là au nom du CNRS.
Mais je crois que c'est pas le seul axe qui pousse. Et à ma connaissance, du coup, je trouve ça intéressant de voir. C'est des modalités d'organisation, de gouvernance qui sont intéressantes. C'est les fondations. Il y a beaucoup de travaux de recherche faits sur le sujet. Il y a un témoignage qu'on a recueilli, c'est que beaucoup de la R&D d'intérêt général est souvent financée par des fondations d'intérêt général, que ce soit la fondation Charles Léopold Meyer, que ce soit la fondation Nina Carasso dans le milieu alimentaire, etc. Donc ça pose un peu la question aussi du rôle de l'État, en tout cas des finances publiques. Mais voilà, donc que le CNRS se dote d'une fondation, alors je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, mais ça montre bien que, je pense, la culture low-tech, si on doit rassembler tout ça dans un paquet, la culture de la sobriété, de la recherche d'un autre modèle, d'un autre système technique et d'un autre rapport à la technologie plus approprié, plus mesuré, etc., plus soutenable, et vient questionner tout un tas de pans, et notamment, complètement, le modèle ou le système actuel de la recherche, je pense que c'est international, mais notamment son traduction à l'échelle française, quoi. Voilà. Et je vous remercie du coup, je te remercie Joe pour tes réponses. Et je pensais juste m'échapper, mais je me suis senti obligé de revenir, désolé. Et de clôturer là-dessus, moi, ma partie, je vais vous laisser. Je rattraperai évidemment les notes sur les pads collaboratifs et autres. Merci encore pour ça. Et bonne suite de table ronde d'échange. Merci Quentin. Du coup, Quentin qui devait faire partie de la table ronde, qui n'en fait pas partie, mais finalement qui en fait un peu partie. Tout de même. En tout cas, merci à toi et Jonathan. C'était super intéressant. Et du coup, Jonathan, tu restes avec nous et on va